Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus encore nombreux pour cette nouvelle conférence en ligne organisée par le Club Cyber. Je tiendrai à remercier tout d'abord les personnes qui nous sont fidèles et qui viennent au fur et à mesure des conférences, que ce soit tant en présentiel qu'en ligne. Donc on était, comme je le disais tout à l'heure, plus de 570 participants sur les 3 derniers événements. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jérôme Fréani, je m'occupe du club cyber de l'AEGE. Très rapidement, en 2 mots, l'AEGE, c'est l'association des anciens de l'école de guerre économique, où, outre plusieurs publications entre la brève d'actualité jusqu'à des études plus ou moins détaillées selon les sujets, on organise pas mal d'événements. En parlant d'événements, si vous avez reçu la newsletter, vous avez dû le voir, on va passer à la rentrée. Donc quand je dis rentrée, c'est rentrée scolaire sur un format hybride où nous allons conserver les conférences en présentiel comme nous le faisions avant la crise à raison de 2 par mois, plus une conférence en ligne qui permettra à la fois de faire intervenir des personnes anciens ou externes qui sont pas nécessairement sur Paris. Et ça permettra aussi à tous ceux qui ne sont pas sur Paris de continuer à assister aux conférences et de pouvoir continuer à échanger avec nous. Sur le format, comme d'habitude, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. On les posera à la fin à nos intervenants. Et puis, il y aura le replay qui sera publié, comme les autres qui sont déjà disponibles, sur la chaîne YouTube TV AEGE. Donc, ce soir, on a le plaisir d'accueillir Charles et Mathieu. Donc, Charles qui est président et fondateur de Safe Brands et Mathieu qui est directeur juridique. Pour une très belle conférence sur les menaces liées au nom de domaine et les moyens de protection. Je vais les laisser en parler parce qu'ils le feront bien mieux que moi. Charles, Mathieu, merci beaucoup pour votre présence. Et puis, je vous passe la parole pour traiter de ce beau sujet. Merci, Merci beaucoup. voilà, merci beaucoup Jérôme. Je suis ravi de participer à cette conférence d'aujourd'hui. Les noms de domaine, c'est un sujet que je suis tombé dedans il y a à peu près 23 ans quand j'ai créé Safe Brands, à l'origine comme un bureau d'enregistrement et tout simplement de noms de domaine assez classiques. Et puis très vite, on s'est concentré sur l'entreprise et avec l'entreprise sur des besoins qui sont de plus en plus larges de surveillance, de protection, de cybersécurité, de récupération, de cessation d'atteinte, etc. Donc, on est un des bureaux d'enregistrement en Europe spécialistes de cette question pour les entreprises petites, moyennes ou grosses. Et moi, j'habite à Montréal où j'ai monté les filiales de SafeBrand il y a plusieurs années, mais ça fait 3 ans en fait que je me suis installé à Montréal. Et donc voilà, donc on va vous parler de nom de domaine. C'est quelque chose d'assez, c'est une brique. Et j'ai communément l'habitude de dire que les noms de domaine sont partout. En fait, que ce soit un site web, une adresse mail, mais aussi dans des systèmes d'information cachés au fond de scripts, cachés au fond de beaucoup de choses dans l'écosystème et dans le système d'information d'une entreprise. C'est vraiment une brique fondamentale. Et c'est une brique, on y reviendra, ce sera un petit peu le fil rouge de la présentation d'aujourd'hui. C'est qu'on est sur des problématiques qui sont vraiment multiples. Il faut vraiment voir les noms de domaine comme étant protéiformes avec 4 aspects essentiels. Un aspect juridique, on va en parler tout à l'heure, c'est la protection de la marque sur Internet, les problématiques de cybersquatting, etc. Les problématiques techniques, parce que évidemment, c'est le point d'entrée dans beaucoup de briques du système d'information d'une entreprise. Donc, on va parler de serveurs DNS et de toute la problématique de sécurisation de ces serveurs. C'est également un volet marketing parce que on a des campagnes qui utilisent des noms de domaine. Enfin, c'est toute l'utilisation marketing. Quand vous avez protégé une marque et que vous avez déposé lavachekiriri.fr, autant l'utiliser et pas faire simplement groupebell.com comme étant le site portail du groupe Bell, mais vous allez utiliser des noms de domaine comme point d'entrée à des campagnes marketing. Et puis, c'est aussi toute la partie administrative qui recèle de nombreux risques qu'on a tendance à sous-estimer parfois. Mais globalement, c'est est-ce que vous avez mis les bonnes coordonnées? Est-ce que les factures arrivent au bon endroit? Est-ce que vos noms de domaine seront renouvelés? On en parlera tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important dans la sécurisation d'un portefeuille de noms de domaine. Il y a
un point qu'il faut voir, c'est que à peu près 70 à 80% de nos clients sont des juristes. En Europe, c'est beaucoup plus la partie juridique qui gère les noms de domaine que la partie technique. La partie marketing, c'est encore une autre histoire. C'est la minorité, c'est la partie marketing. Majorité, très grande majorité, ce sont les juristes, les directions des marques. Alors c'est très bien parce que les marques sont en général très bien protégées dans toutes les extensions. Ça fait des portefeuilles extrêmement importants. Je crois que notre plus gros portefeuille, c'est 10 000 noms de domaine pour un client. Mais parfois, ça occasionne des problématiques en termes de connaissance des aspects de sécurité, des aspects de cybersécurité, des paramétrages techniques. Et donc, on parlera aussi de ces risques-là, de risques de non-communication entre les départements juridiques, les départements techniques, et la façon d'établir des bonnes pratiques pour mieux gérer les noms de domaine, pour que, à la fois en termes marketing, les noms de domaine soient utilisés, en termes de protection de marque, les marques soient bien protégées, et en termes de paramétrage IT, la cybersécurité soit au sens large, soit vraiment prise en compte au niveau des infrastructures. Donc ça c'est vraiment un point important. Ce sera un peu le fil rouge de ce que vous exposera Mathieu dans un instant. Je voulais insister dans cette introduction sur deux facteurs assez étonnants dans les noms de domaine. C'est qu'ils ont deux caractéristiques rares. Leur valeur d'usage est aux antipodes de leur valeur d'achat. Globalement, Amazon.com, c'est, je ne vais pas vous détailler, c'est des milliards par jour de transactions. Amazon.com, ça coûte 10-15 dollars à renouveler. Donc là, la différence entre la valeur d'achat d'un nom de domaine et sa valeur d'usage est juste gigantesque. Et c'est pour ça que parfois, les noms de domaine ont été un peu le parent pauvre de la structure de sécurité et de la cybersécurité que mettaient en place les entreprises, parce que finalement, on laisse les juristes s'occuper de ça et puis on regarde pas trop parce que finalement, les serveurs DNS, ça fonctionne. Et puis un nom de domaine, l'enjeu financier est pas gigantesque. Mais il y a une différence colossale et c'est pour ça que la cybersécurité des noms de domaine, c'est une brique absolument fondamentale de la cybersécurité et de l'activité globale d'une entreprise. Le deuxième point, c'était que le fonctionnement est basé sur un protocole résilient mais vulnérable. Le protocole, c'est le protocole DNS que vous connaissez sans doute, qui est un protocole qui a été créé il y a des dizaines d'années, qui était un protocole qui n'était pas du tout créé dans un monde de sécurisation et de cybersécurité. C'était créé dans les années 70, à un moment donné, où on ne parlait pas du tout d'attaque, de hacking, etc. C'était pour transférer, c'était le début de l'Internet, donc c'était la communication entre des utilisateurs et des machines. Et on est vraiment sur le serveur DNS à un point névralgique de l'Internet, puisque c'est l'aiguillage de l'Internet. Un serveur DNS, globalement, il dit que aege.fr égale telle machine. Si quelqu'un prend en otage l'aiguillage, eh bien, il peut détourner complètement le trafic. Regardez un poste d'aiguillage SNCF aux abords des gares, c'est à peu près aussi peu sécurisé que ça. C'est-à-dire que globalement, le DNS en tant que tel, c'est une petite cabine avec des leviers qui permettent d'orienter le train à droite et à gauche ou d'orienter les flux d'un nom de domaine à droite ou à gauche. Depuis 30 ans, tout le monde essaye sur cette base-là de remettre des loquets, de remettre des verrous tout autour de cet aiguillage pour le protéger. Mais il faut savoir que l'aiguillage en tant que tel, c'est comme le chapeau en métal de Tchernobyl. Le cœur du réacteur est très sensible, alors on essaie de mettre des choses pour le protéger tout autour. En revanche, il est très résilient puisque c'est un système justement dispersé, distribué. Et donc, c'est un système qui, de par sa conception, et c'est pour ça qu'on n'en a pas changé pour l'instant, de par sa conception, c'est un système qui est extrêmement résilient. Donc, voilà, ce sont vraiment les deux caractéristiques spécifiques au nom de domaine que je trouve assez intéressantes. Et évidemment, ces caractéristiques et leur importance, l'importance, c'est que on a des valeurs d'usage qui sont gigantesques. Ça génère des formes d'atteinte multiples et de plus en plus fréquentes, puisque les gens savent que les DNS sont un point quelque part de faiblesse du système IT, de l'Internet en général, et que de l'autre côté, ce système qui peut être un peu faible et un peu vulnérable génère le trafic de l'Internet globalement. Donc voilà. Donc c'est malheureusement une brique parfois oubliée de la cybersécurité. C'est pour ça que je suis content de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui, parce que, comme je vous l'ai dit, on a plutôt des clients qui sont des directions juridiques, donc avec lesquels on aborde les problématiques de marque, de protection, de cybersquatting, etc. Mais la sensibilisation sur l'importance cette importance de considérer dans une politique de sécurité d'entreprise les noms de domaine me paraît importante. On a eu
pas mal d'entreprises qui nous ont contactés après les alertes de l'ICANN l'année dernière, l'ICANN qui est l'ONU des noms de domaine, l'organisme mondial qui gère toute la gouvernance de l'Internet, qui avait fait un certain nombre d'alertes en 2019 en disant que, en parlant de la vulnérabilité des serveurs DNS, de l'importance du système DNSSEC par rapport au peu de noms de domaine qui sont signés par ce protocole dont on parlera tout à l'heure. Et là, tout d'un coup, on a vu des RSSI se plonger un petit peu dans la façon dont étaient gérés leurs noms de domaine. Et découvrir que c'était peut-être une direction juridique ou leur cabinet d'avocat directement, leur cabinet de propriété intellectuelle, et que cette dimension sécurité et cette gestion IT n'était pas forcément optimale. Voilà, donc je pense que ça tombe à point nommé. Et donc la conclusion de cette introduction, si je peux dire, c'est que quelle que soit son utilisation, il faut gérer, optimiser et protéger son portefeuille. Et c'est vraiment l'objectif de tout ce qu'on met en place de notre côté. Et c'est un petit peu le sens de ce que va vous exposer Mathieu. Il va vous faire quelques rappels et quelques rappels et statistiques sur les noms de domaine, les différents types d'extensions, etc. Et puis après, il passera en revue, il fera un panorama d'un certain nombre de menaces assez classiques. Et puis, pour terminer, sur les bonnes pratiques, en reprenant la typologie qu'on a commencé à examiner tout à l'heure, qui sont la partie juridique, la partie marketing, la partie technique et la partie administrative, puisque chacune de ces parties déclenche un certain nombre de bonnes pratiques qui sont à prendre comme un petit peu une checklist que vous pourrez après utiliser dans vos organisations pour voir si globalement toute la partie nom de domaine est correctement abordée. Voilà, donc je serai à votre disposition après la présentation de Mathieu pour toute question évidemment. Je vais laisser maintenant la parole. Je crois qu'il faut qu'on bascule d'un écran à un autre, écran à l'autre. Alors je vais cesser de partager mon écran. Tout à fait. Je dois pouvoir C'est ça. reprendre la main ensuite. Pour les questions, pas d'inquiétude, il y aura la possibilité de les poser. Tout le monde a la possibilité de les poser dans le chat au fur et à mesure et on y répondra à la fin. Ok. Très bien. Alors, je vais regarder les questions de mon côté pendant que Mathieu fait ça. Alors, j'imagine que vous voyez désormais mon écran. Ouais. Alors, très rapidement, Charles a présenté la société et a situé notre intervention. Moi, je travaille chez SafeBrands depuis un peu plus de 13 ans maintenant et je suis en charge de notre service juridique, mais également de la partie stratégie. Donc, je vais aborder parfois les noms de domaine sous le prisme juridique, mais bien entendu, pas que. On va simplement commencer par, Charles l'a dit, un petit rappel de ce qu'est le nom de domaine et quelle est son importance en termes de volume que de fonctionnel. Et on va très vite ensuite revenir sur les différentes formes d'attaque, du coup, liées à l'aspect protéiforme dont a parlé Charles aussi, que représentent les noms de domaine. Alors, on l'a dit aussi en introduction, très souvent, on a tendance à parler de nom de domaine en le comparant à la marque. Pourquoi ? Parce que la marque est un signe qui est assez ancien, qui dispose d'un passif. Le nom de domaine est un objet un peu plus récent et on a calqué aussi très souvent au niveau de son fonctionnement, non pas complètement technique, on va le voir, mais du moins administratif, juridique, etc., le nom de domaine sur la marque. Alors, je vous propose simplement de revenir rapidement sur finalement ce qu'est ce nom par rapport à la marque. On va voir au travers de ces points-là que c'est une matière à part entière. Le nom de domaine, déjà, a pour principe, une de ses principales différences avec la marque est qu'il n'a pas de principe de territorialité, il n'y a pas de frontière. Vous le savez, un nom de domaine est visible, quel que soit l'endroit où vous êtes, sauf si un pays décide de bloquer une extension, par exemple, mais globalement, les noms de domaine sont disponibles de partout, ce qui a aussi quelques implications de diverses natures, puisqu'effectivement, on va pouvoir communiquer partout, mais il va falloir aussi le protéger de manière cohérente.
On a un système de gouvernance assez original. Les noms de domaine sont gérés. Alors, on a deux types principaux d'extensions, ce qu'on appelle les GTLD, les extensions génériques, qui ne sont pas rattachées à un pays, le .com, le .net, etc. Et puis, ce qu'on appelle les CCTLD pour Country Code, qui sont des extensions nationales, comme le .fr pour la France, par exemple, et qui donc dépendent du gouvernement concerné. Ce qui fait qu'on a un système finalement de règles et de gestion des noms de domaine qui n'est pas forcément très homogène en fonction justement des souhaits de chacun et de la rigidité éventuelle souhaitée quant à l'ouverture de l'extension concernée. On a un principe aussi sur lequel on va revenir pour plusieurs raisons, qui est celui du premier arrivé, premier servi. Très souvent, quand on a quelqu'un qui enregistre de manière frauduleuse un nom de domaine, c'est une réponse assez typique que nous obtenons, c'est le nom de domaine était libre, je l'ai enregistré. Alors effectivement, très souvent, on n'a pas de procédure de vérification en amont. On peut enregistrer en précisant des coordonnées vraies ou fausses un nom de domaine, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas veiller à l'utiliser de la bonne manière. Et nous avons indiqué l'importance de l'utilisation. Charles en a parlé pour des raisons marketing. Il va être intéressant d'enregistrer, d'utiliser un nom de domaine en fonction vraiment de l'usage souhaité. Mais un nom de domaine, sous le prisme juridique, n'est protégé très souvent que s'il est exploité. Alors, s'il correspond à une marque, il va avoir une protection en cascade, il va bénéficier de cet héritage, mais les noms de domaine peuvent aussi correspondre à des termes génériques, disposant d'un sens commun. Et là, la seule solution, c'est l'exploitation, bien entendu. Des durées d'enregistrement différentes. Bon, certes, effectivement, on va voir que c'est plus au niveau de la gestion administrative des noms que ça peut avoir un intérêt, puisqu'on n'aura pas forcément de procédure harmonisée. Les noms de domaine sont importants, les extensions le sont aussi. Je vous ai parlé de ces deux différences principales entre GTLD et CCTLD, et on va voir qu'il y a différentes typologies d'extensions à prendre en compte qui peuvent avoir donc chacune un intérêt, mais différent. Une complémentarité certaine, c'est ce que je commençais à vous dire, c'est que finalement le nom de domaine peut correspondre à une marque, peut être un outil de communication au service de la marque, parce qu'il lui correspond, mais il peut aussi servir à augmenter la visibilité liée à une activité. Donc, lorsqu'on enregistre un nom de domaine qui dispose d'un sens commun, ça va nous donner aussi une force supplémentaire sur Internet et une visibilité intéressante. On va retrouver par rapport à la marque, bien sûr, des enjeux de protection avec des systèmes très différents, comme je l'indiquais, des bases légales similaires effectivement à celles utilisées en droit des marques, et des systèmes de résolution, très souvent de l'arbitrage lorsque les pays le proposent, mais la majorité le font, des systèmes d'arbitrage qui sont donc dérivés du droit des marques. Je vous l'indiquais, nous avons en fait différents types d'extensions. Alors, je vais passer relativement vite là-dessus, mais bien entendu, si vous souhaitez, comme sur les slides suivants, il y aura quelques statistiques, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais pour ceux qui le souhaitent, nous aurons la possibilité, bien sûr, de vous faire passer le support par la suite. Donc, vous retrouverez ces informations. Simplement, très rapidement, un ciblage universel pour les extensions génériques. Un .com est intéressant à enregistrer, bien sûr, pour la visibilité globale. Les extensions pays sont intéressantes à enregistrer parce qu'elles vous permettront d'avoir une meilleure visibilité localement, donc un ciblage plus spécifique. On va avoir ce que l'on appelle les IDN. Alors, les noms de domaine sont globalement tels que nous avons tendance à considérer qu'ils sont tous en caractère latin, on va appeler ça des caractères ASCII, mais on a des noms de domaine, bien sûr, dans différentes langues, de plus en plus, depuis que l'ICANN a lancé ce programme-là en 2007, si je ne dis pas de bêtises. On peut retrouver des noms de domaine en cyrillique, en arabe, en idéogramme chinois, etc., qui vont donc permettre de cibler aussi différemment les communautés en fonction de leurs utilisations aussi, leurs habitudes de navigation. Un ciblage marketing avec ce qu'on appelle les nouvelles extensions. Alors, nous avons indiqué ici, nous avons présenté un petit graphique sur ces nouvelles extensions. C'est un programme qui a été lancé par l'ICANN, Charles en a parlé, un organisme qui chapeaute la gouvernance Internet en 2000. Les premières extensions ont vu le jour en 2013. Donc, ça permettait à chaque personne intéressée de prétendre à la création de son point quelque chose. Alors, on voit ici simplement qu'au-delà du plus de 1000 demandes reçues, on a des extensions génériques
qui viennent s'ajouter au .com ou .net. Alors, on va retrouver un petit peu de tout, un point web, un point mail, un point ninja, un point gourou, beaucoup de choses plus ou moins exotiques. Des extensions géographiques qui vont le point Paris, le point Londres, des choses comme ça, des extensions communautaires, un point alors BZH, bon, ça peut être géographique mais communautaire aussi, un point gay par exemple. Et puis à côté de ces extensions qui avaient été prévues, on a des points marques. Je pense que beaucoup le savent, même si l'utilisation augmente mais reste un petit peu limité, on a la possibilité, chaque société a la possibilité, moyennant finance bien entendu, mais de créer son point quelque chose. On a le point AXA, BNP Paribas, beaucoup d'extensions de ce type qui vont changer un petit peu la donne aussi en matière de communication et de nommage et qui va convenir donc éventuellement, en fonction de la taille de la société et de son positionnement, de prendre en compte. Quelques stats, je passe très rapidement, simplement pour vous donner une idée de la répartition en fait, du volume global que représentent les noms de domaine. Donc, on voit plus de 400 millions. Et puis, de leur répartition entre les extensions génériques, les extensions pays, à peu près sur des volumes similaires pour ces deux-là, puis les nouvelles extensions qui commencent à représenter un volume significatif, mais qui donc, sont plus récentes sur le marché. Quelques stats sur les distributions, mais je passe rapidement dessus pour pouvoir s'attaquer vraiment au cœur du sujet. Et puis, en fait, donc, les extensions évoluent, le paysage Internet change, et puis les habitudes ou les enregistrements suivent aussi des tendances. Alors là, nous avons pris, pour illustrer cette période complexe, mais que nous avons tous vécu, on peut voir ici sur ces graphiques que les noms de domaine ont suivi l'actualité, par exemple, liée au Covid, et ont suivi les différents changements de noms. Il y a eu des augmentations donc, en fonction des dates et des communications d'enregistrement. Premièrement, le coronavirus, donc des noms contenant ce terme-là. Et puis, suite au renommage, si je puis dire, au changement de communication, on est passé sur vraiment une augmentation de courbe d'enregistrement de noms qui contenaient Covid. Et également, donc après, on a mis, pour voir un petit peu la différence entre justement la popularité du terme globalement au niveau du public, le SARS-CoV-2, qui est une courbe effectivement beaucoup plus basse. Voilà pour ce petit rappel-là sur ces différents types d'extensions. Le but est vraiment aussi on va parler aussi de sécurité, d'optimisation, de protection. Et donc, il est important aussi d'avoir cette vision-là sur les extensions pour comprendre qu'en fait, elles n'ont pas forcément toutes le même intérêt, que ça peut être un outil, mais qu'il faut pouvoir donc naviguer, si je puis dire, au sein de ces nouvelles extensions, de ces extensions existantes de la meilleure manière en fonction de ses souhaits et de ses projets. On va maintenant faire un focus sur les attaques. Alors, premièrement, donc, les attaques liées directement au nom de domaine. On va voir un petit peu ensemble, rapidement bien sûr, mais quelle a été l'évolution de ces attaques, puisque il y a 10-15 ans, les formes d'attaque n'avaient pas la même nature qu'à ce jour. Alors, on était justement, il y a 15 ans, 10 ans, sur du phishing, on appelait ça du phishing classique. On avait tendance à enregistrer, en raison aussi du faible nombre de noms de domaines disponibles autour de la marque, on enregistrait des typos squatting, donc des variantes, avec donc une similitude phonétique ou visuelle. Vous voyez là, le 3W sans le point, marque doublée par exemple, avec un K, etc. Donc finalement, même si ce n'était pas évident pour tout le monde, on avait une possibilité, lorsqu'on regardait le nom de domaine, de voir assez rapidement que finalement, on n'était pas en face de la marque correspondante, du service correspondant, lorsqu'on savait bien sûr comment l'orthographier. Et puis de plus en plus, les évolutions en fait, technologiques ont permis aussi de nouveaux types d'atteintes. Par exemple, un qui est à la mode en ce moment, depuis 2 ans maintenant, c'est ce qu'on appelle l'homoglyphie. Sous certaines extensions, telles que le .com, vous avez la possibilité d'enregistrer un nom de domaine composé de lettres issues de scripts différents, donc de mixer les alphabets. Alors là, on a pris cet exemple de Google, où on va voir donc un nom de domaine classique, le nom de domaine de Google enregistré, et puis en fait, en premier, un nom de domaine avec un G, qui est un G, si je ne dis pas de bêtises, issu de l'alphabet cyrillique, et qui visuellement porte réellement à confusion.
Alors, ça peut permettre donc un détournement de trafic, mais aussi la création d'adresses email pour essayer de récupérer des informations de connexion, des informations personnelles. L'homoglyphie, ça peut être cela aussi. Ça, c'est un exemple qu'on nous avait envoyé et que l'on trouve assez parlant. Quelqu'un donc a reçu une apparente promotion de Air France. Vous voyez, hein, offre 2 billets gratuits. Cliquez ici, donc sur cette URL, si vous souhaitez obtenir plus d'informations. Et en fait, lorsqu'on regarde bien, ce qui n'est pas évident, on s'aperçoit qu'en dessous du nom de domaine, on a une barre, mais qui est discontinue. Pourquoi? Parce qu'on a un petit point sous le A. Donc, il ne s'agit pas du Air France ASCII, du Air France latin classique, mais d'un nom de domaine très fortement similaire, enregistré et qui n'était pas détenu par Air France. Donc ici, il faut vraiment être avisé, surtout lorsqu'on est sur un mobile, hein, en plus, qu'on peut aller vite pour pouvoir déceler le fait que l'on est en présence d'un faux nom de domaine. Un autre type d'atteinte aussi, ou de risque, c'est l'oubli de renouvellement de nom de domaine. Alors, ça paraît tout bête, hein, on va voir qu'il y a des bonnes pratiques à mettre en place pour l'éviter. Alors, l'oubli est embêtant en soi, mais ce qu'il est d'autant plus, c'est que l'on a très souvent des cybersquatteurs, donc des fraudeurs, qui vont monitorer un petit peu les noms de domaine correspondant aux marques ciblées et via des systèmes donc, de veille de retomber dans le domaine public, avoir une option sur le réenregistrement automatique du nom dès qu'il retombe, justement, dès qu'il redevient disponible. Là, donc, le risque est très fort et malheureusement, beaucoup de sociétés, quelle que soit leur taille, sont confrontées à ce type de situation parce que donc, on a eu un mauvais choix, on n'a pas reçu le mail, la procédure donc, que l'on nous a présentée n'était pas claire et on se retrouve à perdre son nom de domaine, parfois principal, et à ne plus pouvoir donc, disposer de sa présence, mais au-delà de ça, aussi donner clé en main quelque part, une possibilité d'attaque et de récupération d'informations en tout genre aux fraudeurs. Les noms de domaine sont, on l'a vu, en raison de leur composition, et on y reviendra aussi au cœur de l'attaque, mais ils peuvent aussi servir, bien entendu, au détournement d'adresses email via la création d'adresses frauduleuses. Alors, un exemple assez marquant, celui de Vinci. Un petit malin a enregistré donc, le nom de domaine vinci.group. Le .group est une nouvelle extension. Vinci n'avait pas enregistré sa marque sous cette extension-là. Et donc, vous voyez l'extrait WIZ, hein, donc le petit annuaire, le détail des contacts relatifs au nom de domaine. Et en fait, donc, cette personne, titulaire du nom de domaine, a créé des adresses email en reprenant des informations de personnes de la société et a envoyé donc, une information à Bloomberg en disant donc, que la société connaissait situation problématique et l'action a directement chuté donc, de 20%, entraînant bien entendu des pertes conséquentes. Vous pouvez le voir. Il y a ce qu'on appelle, alors je pense qu'on y est de plus en plus aussi sensibilisé maintenant, mais ce qu'on appelle la fraude au président. Alors c'est une forme d'attaque via l'ingénierie sociale. Le but pour l'attaquant est de récupérer donc des informations de la même manière que ce qui était fait pour Vinci.group. On va essayer d'identifier un décideur au sein de la société, la direction comptable, le PDG, etc. Enregistrer donc un nom de domaine proche, créer des adresses email aussi identiques ou proches et derrière demander par exemple un ordre de virement. Beaucoup se sont fait avoir pour des sommes de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire quelques millions. Et c'est une anecdote aussi, peut-être que certains en ont entendu parler, en restant toujours dans la même thématique. Il y a quelque temps, un prisonnier anglais, depuis sa cellule, en utilisant un téléphone qu'il n'avait pas le droit d'avoir, bien sûr, et ayant un accès Internet, a enregistré en fait un nom de domaine. Alors, vous pouvez voir ici la différence. Un nom de domaine correspondant donc à un nom officiel du gouvernement, en remplaçant les points par des tirets. Et en fait, il a envoyé un email en créant lui-même un ordre de libération. Il a envoyé un email à l'administration pénitentiaire, qui donc a agi sur réception de cet email et l'a gentiment libéré. C'est lui-même donc qui avait fait ce courrier-là et cette demande, et eux n'y ont vu que du feu, puisqu'ils étaient effectivement en présence d'un nom de domaine qu'ils n'ont pas identifié comme étant
différent et une adresse email donc, qui était conforme aussi elle-même à celle utilisée pour demander ce type d'action. Donc, on ne va pas pouvoir tout voir, bien entendu, hein, dans le temps que nous avons, mais ce sont quelques exemples d'utilisation des emails. On a aussi ce dont on entend de plus en plus parler, le ransomware. Donc, c'est un procédé qui, un peu comme ce qu'on appelait le cheval de Troie, hein, va permettre, donc, via la diffusion de virus au sein d'une structure, de récupérer les informations et derrière de paralyser le système, par exemple, de faire donc un chantage en demandant paiement pour rétrocession des informations bloquées. Alors, nous avons indiqué quelques chiffres ici, quelques exemples, hein, le ransomware WannaCry, 150 pays visés, un tiers des centres hospitaliers au Royaume-Uni bloqués et 92 millions de pertes de coûts estimés, par exemple. 700 établissements de santé aux États-Unis en 2019, plus proche de nous, le CHU de Rouen, qui donc avait fait le choix pour le coup de ne pas verser de sommes et a réussi progressivement à reprendre ses dossiers en main. Et depuis 4 jours, si je peux ajouter un mot, depuis je crois 3-4 jours, Oui. les usines de Honda sont à l'arrêt à cause de ça aussi. Voilà, alors c'est en plus compliqué parce que certains cèdent et paient en fonction de la stratégie, hein, je ne juge pas du tout ici, mais certains paient et n'obtiennent pas non plus la clé de déverrouillage derrière apparemment. Et je crois que c'est ce qui était arrivé à Altran par exemple, qui du coup avait subi ce type de chantage-là et attendait un mois et demi après le paiement la clé correspondante pour pouvoir récupérer ces informations. Donc en plus, on a des fraudeurs qui bizarrement ne sont pas toujours fiables. Ouais, et puis il y a vraiment des entreprises qui ne s'en remettent pas. Lise Charmel, par exemple, qui a été victime en fin d'année dernière d'un ransomware. Là, il y a eu l'effet qui se coule de la Covid, mais Lise Charmel s'est pas remis et je crois qu'ils sont aujourd'hui en dépôt de bilan à cause de l'impact majeur et massif de ce ransomware. Alors, merci Charles. On a parlé donc des adresses email et on va s'attacher aux attaques visant les serveurs DNS aussi. Les noms de domaine sont bien entendu installés sur des serveurs. Donc finalement, pour toucher le nom de domaine, il est aussi possible de s'attaquer à la structure elle-même. Donc on va avoir quelques types d'atteintes. Reliés par des cas d'actualité aussi, hein. Premier type, première possibilité, essayer donc d'entrer dans les extranets, les systèmes de gestion des prestataires, registres ou registrars, pour, donc, comme on l'indique là, hein, procéder à un détournement de trafic, pour demander un transfert du nom, changer la titularité et obtenir la main complète sur le nom de domaine lui-même, ce qui malheureusement arrive souvent, ou pour pouvoir donc récupérer les courriels et donc des informations importantes et éventuellement aussi s'en servir justement dans la continuité pour opérer des attaques. On a par exemple aussi le type d'attaque qu'on appelle le cache poisoning ou ID spoofing. C'est ici en fait le but est d'agir d'intercepter en fait finalement la requête DNS pour rediriger, sans que l'utilisateur s'en aperçoive, ce dernier vers un site qui n'est pas le site officiel. Alors, on a mis un exemple ici de Malaysian Airlines, qui donc du coup a été victime de ce type d'atteinte. Leur site n'a a priori pas été touché, mais les internautes étaient redirigés sur cette page, comme vous pouvez le voir, avec donc, ce crapaud et le message d'erreur suivant. Donc, les fins peuvent être diverses, politiques aussi. Hein, parfois, c'est un souhait de communication ou de revendication, pas forcément une atteinte à l'intégrité des données de la société. Par contre, parfois c'est différent. Ici, avec le déni de service distribué, le fameux DDoS, qui peut prendre différentes formes. On a indiqué ici l'exemple de DIN, société d'hébergement, qui a connu une atteinte très importante, hein, qui a été relayée de manière assez forte en raison de son importance et de ses impacts. Donc, le but ici, pour le ou les fraudeurs, était de prendre contrôle à distance d'ordinateurs, d'objets connectés, pour donc leur demander d'accéder à un site. Le but étant de créer un embouteillage, donc de saturer le réseau et de faire en sorte que le site ne puisse plus résoudre et fonctionner correctement.
Là, dans cette configuration-là, le but n'était pas de viser Dean, mais était de viser ses clients, donc Amazon, Airbnb, etc., qui, en raison de cette atteinte, donc, ont vu leurs sites principaux complètement paralysés, non fonctionnels pendant un moment, puisque Dean n'était plus en mesure de fournir le service DNS concerné. Alors, dans cette continuité-là, je ne suis pas un grand technicien, donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais simplement pour vous donner quelques illustrations récentes, on a ce qu'on appelle, donc, dans le cadre du DDoS, des attaques par amplification. Donc, le but est ici d'envoyer un trafic limité, enfin, des requêtes limitées vers des DNS, pour que en fait, ce ne soit pas que le boulot soit fait via un relais et que ce soit en fait ces serveurs que l'on sollicite qui derrière relaient les demandes, les multiplient et saturent les services web, les messageries, les routeurs, comme vous le voyez. Donc Sony, la BBC, Microsoft, par exemple, ont été victimes de ce type de procédé. Un procédé à la mode aussi, de plus en plus, c'est le water torture. Là, on va utiliser en fait les serveurs des fournisseurs d'accès pour cibler derrière donc un serveur tiers autoritaire et du coup passer un petit peu sous les radars et avoir le même effet de saturation. Et de plus en plus, il y a donc des attaques. Alors, par exemple, l'attaque NXNS, qui est une combinaison en fait, des deux que nous venons de voir. Et certains, donc, dont notre directeur technique m'indiquait, par exemple, que si on mettait ça en perspective avec l'attaque DIN, il y avait plus de 100 000 appareils utilisés dans le cadre de cette attaque, et que maintenant, avec cette combinaison de moyens, un peu plus complexe à mettre en œuvre, on pourrait utiliser quelques centaines d'appareils, donc un coût bien moindre en plus pour l'attaquant. Donc les pratiques évoluent aussi en fonction de la technologie et de l'ingéniosité des fraudeurs. On citera de nouveau Neustar tout à l'heure. Neustar est un fournisseur en fait de solutions techniques pour des registres gestionnaires d'extension, par exemple. Ils font beaucoup de services autour donc, du DNS et ils indiquaient dans un rapport donc, portant sur 2019 que 85% des atteintes étaient basées sur de la combinaison. Donc maintenant de 2 voire 3 techniques, un peu plus rarement 4, mais la complexité augmente. Cette étude de Neustar montre aussi rapidement, je ne rentrerai pas dans les chiffres, mais que donc, dans 83% des cas, il y a des pertes de plus de 100 000 $ par heure, une facture moyenne de 2,5 millions de dollars. Puis donc, nous vous avons indiqué un petit graphique ici pour vous montrer en fait, les impacts de ce type d'attaque en fonction, bien entendu, aussi des structures, mais voir un petit peu la répartition. Mais nous sommes sur des sommes, bien entendu, très importantes. Et des attaques qui augmentent de plus de 180% entre 2018 et 2019, en comparant 2019 à 2018, pour être plus précis. Et la plus grosse attaque en 2019, 31% plus importante qu'en 2018, donc 587 gigabits de données envoyées pour pouvoir saturer les services. Voilà, pardon, je reviens pour ce petit panorama, alors qui est bien entendu pas exhaustif. Il y a d'autres techniques, on aurait pu rentrer d'autant plus dans les détails. Le but était de mettre en exergue celles qui étaient les plus communes. Et pour pouvoir ensuite aborder, au vu de toutes ces problématiques que nous avons vues, quelques solutions, bonnes pratiques, pistes de réflexion ensemble, permettant de lutter contre tout cela via les différents prismes que nous allons de nouveau aborder. Alors, quelque chose qui peut paraître plutôt bête, mais très important, c'est la réalisation d'un audit, premièrement sur les noms de domaine. Le but est vraiment, par rapport à un terme, une marque donnée, de pouvoir, ce qui n'est pas toujours le cas, certains vont partir sur une surveillance sans faire d'audit en amont. Le but ici est de pouvoir faire une photo de l'existant et en tirer donc des conclusions. Regardez vraiment ce qui se passe pour pouvoir derrière aussi, si cela n'a pas été fait, en dégager une stratégie globale, plutôt que de segmenter un petit peu les approches, ce qui va complexifier la chose et pas forcément, ou pas du tout même, participer à la rationalisation tant de la stratégie que du budget lié justement à sa mise en place. Un audit, ça peut servir à plein de choses. Ça peut être utile en amont du lancement d'un produit, bien sûr, pour savoir quel est l'état des possibilités d'enregistrement, les utilisations faites par des tiers. Mais dans ce cadre sécuritaire-là, le but est vraiment de vérifier la cohérence du portefeuille, de son portefeuille dans le domaine, quelle que soit sa taille,
Donc, sous ces différents prismes juridiques, techniques, marketing et administratifs. On va revenir sur les notions qui sont précisées là, donc je ne m'y attarde pas plus que ça. Un intérêt aussi de l'audit à ne pas négliger de plus en plus, c'est la possibilité d'estimer et de valoriser aussi son portefeuille de nom de domaine, qui est un actif immatériel et qui peut être valorisé au bilan. Donc, c'est aussi important de savoir quelle est la valeur de ces actifs-là pour pouvoir les valoriser. On en a parlé, 4 volets liés au nom de domaine, juridique, protection, propriété intellectuelle. Hein. Le volet technique, parce qu'effectivement, le nom de domaine est un relais entre la société et le monde extérieur. Le marketing, puisqu'effectivement, il va permettre de participer à l'image, à l'établissement et à l'expansion de l'image que l'on a sur les marchés souhaités. Et puis, un prisme administratif, bien sûr, puisque les noms de domaine sont correspondent à des objets qu'il va falloir gérer. 4 volets, donc assez logiquement, je ne vous surprendrai pas ici, des bonnes pratiques à mettre en place de différents types et avoir donc, au-delà de ça, des personnes en charge reprenant donc ces différentes compétences-là pour pouvoir appréhender au maximum et de la manière la plus cohérente et globalisée la matière. Prisme juridique. Alors, il est très important d'avoir, je parlais de segmentation il y a quelques minutes, pour pouvoir avoir une approche sereine, il est très important d'avoir une stratégie globale. Réaliser un audit pour savoir quel est l'état de la protection, ensuite mettre en place une stratégie, l'implémenter, puis surveiller, puis défendre. Sans cela, on va avoir vraiment une problématique de cohérence et puis très peu de rationalisation, bien entendu. Une fois que l'on a créé cette politique-là et cette approche, il va falloir surveiller, je l'ai indiqué, donc mettre en place des surveillances pour être informé en temps réel des usurpations. Ici, on aura l'information une fois que le nom sera enregistré, mais ça permet aussi d'agir derrière très rapidement en fonction du degré d'atteinte pour pouvoir la faire cesser justement plutôt que réaliser plusieurs jours après. C'était le cas du Vinci Point Group, hein, par exemple, qui aurait pu être bloqué assez rapidement, ce qui n'a pas été le cas. Prohiber les enregistrements aux distributeurs et licenciés de marque, oui, ça paraît un peu bête, mais il est très important d'avoir une gestion centralisée des noms de domaine, y compris au niveau de la titularité. Lorsqu'on donne des droits aux filiales, déjà, ça peut être compliqué. Et lorsqu'on en donne aux distributeurs, ça l'est bien entendu beaucoup plus. Le contrat avec le distributeur peut prendre fin. Donc, c'est des pratiques qui peuvent amener à une complexité et surtout si elles ne sont pas encadrées. Donc, même si elles sont encadrées, on ne privilégiera pas, mais voilà, à minima, vraiment avoir des clauses avec les prestataires, que ce soit des licenciés ou des distributeurs. Exploiter ces noms de domaine, on en a parlé, hein, il faut vraiment, pour avoir une protection, avoir des noms exploités, surtout lorsqu'ils correspondent à un terme générique. Et puis, au-delà de ça, c'est augmenter sa visibilité que d'exploiter correctement ces noms de domaine. Et ça participe aussi à l'image pour les internautes qui vont pouvoir consulter ces noms-là. Il faut aussi avoir une vraie politique de cessation d'atteinte. Gestion des urgences. Certains connaissent peut-être les procédures un peu contraignantes, UDRP, etc. Quand on est face à un cas de phishing, contacter le titulaire ne va servir à rien. Il va falloir agir de manière forte et urgente auprès, par exemple, des prestataires. Récupérer le nom de domaine ne servira à rien aussi. Ce que l'on souhaite, c'est faire cesser l'atteinte. Donc, il faut avoir des procédures aussi rodées dans ce type de cas pour ne pas perdre de temps. On va avoir des contraintes effectivement aussi liées de plus en plus au RGPD. Ce sera un sujet à part entière, donc je ne m'y attarderai pas, mais qui vont entraîner des délais parfois lorsque justement on souhaite accéder aux données titulaires derrière, d'où justement la réaction à avoir en fonction du niveau d'atteinte et de sa nature. Être pragmatique dans sa stratégie, je vous l'indiquais, récupérer des noms de domaine. Il y a 15 ans, on avait tendance à récupérer tout et n'importe quoi parce qu'il y avait aussi moins de possibilités d'enregistrement, que les coûts étaient moins élevés. Maintenant, avec toutes les nouvelles extensions, il faut vraiment récupérer ce qui a un intérêt en termes derrière d'intégration dans le portefeuille et sinon mesurer le risque et agir en conséquence.
Je rajouterai une chose sur Vas-y, ce pardon. point, Ouais. sur le point d'avant, c'est l'importance du nom de domaine comme étant un point d'ancrage d'une société ou d'une marque dans un pays. Parfois, vous n'avez pas forcément déposé une marque dans un pays, vous n'avez pas forcément créé une entreprise dans un pays. En revanche, vous pouvez, et là au niveau juridique, c'est quelque chose qui correspond à une antériorité réelle. Quelqu'un qui enregistrera, et c'est sur le point de l'exploitation des noms de domaine que j'indique cet élément, c'est que vous allez pouvoir enregistrer au Kazakhstan votre marque .kz au Kazakhstan, sans avoir forcément de marque au Kazakhstan, sans avoir forcément d'entreprise au Kazakhstan. Si un jour, et par contre, si vous l'exploitez, ce nom de domaine, s'il y a vraiment un site identifié dans la langue locale, etc. Si par la suite, quelqu'un crée une marque ou crée une entreprise avec le même nom et qu'il vous attaque, vous aurez la possibilité au niveau juridique de défendre votre marque, votre position sur le marché, notamment s'il veut récupérer par exemple le nom de domaine en .kz en disant Mhm. ben voilà, moi il a été déposé en 2018, moi en 2021 j'ai créé ma société, vous n'avez pas de société, donc je veux récupérer le nom de domaine que vous avez créé en 2018. Et bien là, le fait d'exploiter le nom de domaine, c'est quelque chose qui fera la différence au niveau d'un tribunal ou du cours d'arbitrage. Et d'où l'importance d'utiliser les noms de domaine des portefeuilles en redirection. N'oubliez pas quand vos départements juridiques, par exemple, a déposé un certain nombre de noms de domaine, de bien vérifier que les noms de domaine sont exploités. Normalement, ils devraient le faire, mais c'est pas forcément le cas, toujours le cas. C'est très important de voir qu'ils sont au moins redirigés vers une page ou quelque chose. Le nombre de noms de domaine qui sont exploités réellement dans un portefeuille, il est en général minime. C'est-à-dire que vous avez 1000 noms de domaine, il y en a peut-être 5, 10, 20, 30 qui sont réellement exploités, et puis 2000 qui sont là à titre défensif, pour défendre la marque, pour lutter contre le cybersquatting, anticiper des problèmes, etc. Le conseil qu'on peut donner, c'est vraiment d'en faire quelque chose. Voilà, c'était le seul point que je voulais mentionner là-dessus. Merci Charles. Noté. Je crois que c'est voilà pour les les principes majeurs liés au juridique, nous les avons vus. Passons au prisme technique lié au nom de domaine. Il faut vérifier, ça paraît assez logique, hein, mais vérifier la configuration de ces serveurs DNS ainsi que le niveau de sécurité. Par exemple, pensez à mettre à jour ces fichiers de zone en cas d'arrêt d'utilisation. Quand on utilise un service tiers, hein, par exemple, et que l'on crée un sous-domaine pour une initiative particulière, que l'on arrête de l'utiliser, mais qu'on ne supprime pas l'entrée de sa zone, par exemple, si un tiers derrière reprend le service auprès du même prestataire, et réactive en fait l'exploitation du nom de domaine, on peut avoir vraiment des détournements assez importants et de la fraude autour de ça. Donc c'est important vraiment de penser à cet aspect mise à jour, entretien des zones, et puis attention aussi au fait que bien entendu la zone, la zone est publique. Donc il est possible pour qui que ce soit d'interroger donc un nom de domaine, hein, et les serveurs, et de voir quelle est la configuration du nom. Donc apparemment il y a des services, des types, alors qui est à la mode apparemment le APT, qui permet en fait de mettre en veille un monitoring de la zone et d'être alerté en cas de création, par exemple, d'une nouvelle entrée. Ça peut aussi permettre à certains fraudeurs de surveiller les nouveaux projets si on crée une entrée qui correspond à un projet, et du coup de révéler une information qui aurait dû rester confidentielle malgré toutes les précautions tierces que l'on a pu prendre. Auditer régulièrement son portefeuille avec un outil spécifique. Il faut effectivement donc passer en revue tout ce portefeuille pour voir ça, mais pas que. Euh, Mettre en place en parallèle des enregistrements DNSSEC. Alors, Charles parlait de ce système DNS qu'il y a quelques années. Le DNSSEC permet de signer, hein, donc d'authentifier la communication. Donc, c'est quelque chose d'important que les registres proposent de plus en plus, mais qui n'a pas pour l'instant une adhésion majoritaire. Peu de noms restent signés en DNSSEC, mais ça reste une sécurité importante, surtout si elle est cumulée avec d'autres. Par exemple, la sécurité aussi des emails avec donc, ce qu'on appelle le triptyque, hein, SPF, DKIM et DMARC. Le but, pareil, c'est d'avoir une signature et de pouvoir authentifier et vérifier en fait que le courrier provient bien du serveur officiel pour éviter donc toute usurpation d'identité, par exemple.
Choisir également les bons certificats SSL, sécuriser son site en fonction de l'usage du nom, parce que vous le savez, je pense, les certificats SSL ont des coûts qui sont très différents, ont des fonctionnalités qui sont très différentes, plus ou moins complètes. Donc, faire le bon choix pour ne pas prendre un certificat disproportionné par rapport effectivement au nom de domaine aussi visé. À l'inverse, avoir la bonne adéquation. Il y a des solutions aussi au niveau des prestataires. On a parlé tout début de l'extranet et de la possibilité pour certains de tenter de hacker ça, de rentrer. On a des possibilités de bloquer en fait les modifications relatives au nom de domaine auprès des registres ou auprès des registrars. Ça donc entraînera une procédure plus formelle, plus complexe, permettant uniquement à certains contacts autorisés disposant d'une passe-phrase, réceptionnant un contre-appel, de pouvoir opérer des modifications sur des noms, mais ça évite toute modification non souhaitée en interne, ou parfois même, ou réalisée par un tiers. Et on réalise du coup avec tout ça que de plus en plus, il faut vraiment que le nom de domaine soit intégré dans l'approche sécurité, l'approche stratégique globale sécuritaire de la société. C'est vrai que le nom de domaine est toujours, que ce soit sous prisme juridique ou technique, souvent laissé un peu de côté. Et malheureusement, on voit les impacts que ça peut avoir. Et les quelques derniers slides, en voyant l'heure, mais nous arrivons à la fin, je vous l'indique. Le prisme marketing qui n'est pas à occulter, bien entendu, on en a parlé plusieurs fois. Exploiter les noms de domaine, c'est important pour des raisons de protection, mais aussi pour des raisons de visibilité. Bien appréhender aussi les extensions. C'est vrai que notamment les extensions pays, les extensions génériques, ça peut être assez simple. Les nouvelles extensions, il va y avoir certains choix à faire en fonction de la pertinence de l'extension pour l'activité ou l'initiative. Pour les extensions pays, la stratégie est d'autant plus complexe et nécessaire. Voilà, Charles le disait, elles établissent une antériorité dans le pays, elles permettent de maîtriser la diffusion des marques. Elles correspondent bien sûr aux habitudes locales aussi des internautes, surtout si le nom de domaine est en IDN, sous une extension par exemple en idéogramme chinois. Elles sont mieux référencées, oui, même si Google garde toujours un secret sur son algorithme, mais on le constate bien entendu. Elles ont souvent aussi localement une image plus sécuritaire que le .com. Alors les pays n'ont pas la même adoption de leurs extensions, mais c'est très important d'un pays à un autre d'avoir cela. Et puis, dernièrement, le prisme administratif. On a parlé de la titularité. Il convient vraiment de faire attention à ce point-là. Il convient aussi de centraliser son portefeuille. Ça permet d'obtenir de meilleurs coûts en négociant justement au vu du volume et d'utiliser un seul portail ou un seul prestataire de gestion, surtout quand on a des filiales et des procédures qui peuvent être décentralisées aussi des fois. Il est important de ramener à un moment justement vers une procédure commune et une chaîne de décision connue et claire. Idéalement, une entité titulaire qui possède les marques, oui, c'est toujours plus simple. Utiliser un registraire spécialiste dans les services aux entreprises. Là, on revient aussi, c'est pour la partie centralisation, bénéficier d'un spectre d'enregistrement aussi correspondant à sa stratégie, obtenir aussi du coup effectivement des conseils et des process back-office adaptés. Voilà, gestion, facture consolidée, tacite reconduction aussi. On a parlé du risque d'abandon de nom de domaine. Très souvent, on ne met pas en place la tacite reconduction alors que c'est une option qui permet simplement, qui ne pousse pas au renouvellement, mais qui permet de renouveler les noms de domaine à défaut d'instruction contraire dans un délai qui en général est assez large. Donc, il n'y a pas d'engagement, c'est juste une option sécuritaire permettant vraiment d'éviter des problématiques. Et ensuite, dernièrement, quelques procédés aussi liés à la connexion, par exemple, avoir une double confirmation sur certaines procédures. On a parlé de Registrilock et de Registrarlock, mais en fonction des opérations, il est important d'avoir cela en place aussi d'un point de vue administratif. Un portail de gestion sécurisé, oui. Attention, restriction par adresse IP, par exemple, pour limiter les accès. Vérifier les données WIS de ces noms, c'est important parce qu'on en a l'obligation, en fait. On a l'obligation d'avoir des contacts à jour, même si on ne les voit pas toujours dans le WIS avec le RGPD, mais il le faut. Et puis, si on utilise un nom de personne qui n'est plus là et pas un nom de service, etc., on va se retrouver très souvent avec des problématiques d'impossibilité d'accès à une adresse email qui est la seule permettant, par exemple, de transférer, de faire une modification sur le nom de domaine. Ce qui peut être assez compliqué et les registrars ou les registres ne sont pas toujours
très conciliant par rapport à ce type de problématique. Si vous faut aller au judiciaire pour ça, c'est un peu dommage. En résumé, et avant la conclusion globale, voici un petit peu ce qui résume en fait l'approche dont nous avons parlé de manière très large. L'audit, analyser, définir une stratégie de nommage défensive et offensive, gérer, donc de manière dynamique, hein, ça c'est important aussi, son portefeuille de noms, parce que on a des noms qui n'ont plus forcément d'intérêt, qui correspondent plus à des projets. À l'inverse, il aurait fallu parfois enregistrer des noms de domaine, ce que l'on n'a pas fait. Donc il faut vraiment avoir cette gestion dynamique pour rationaliser ce portefeuille, coût, protection, surveiller derrière pour justement ne pas aller vers le tout enregistrement et avoir l'information, défendre derrière en choisissant la meilleure stratégie, on en a parlé. Et donc après, si tout va bien, nous avons un portefeuille exploité, très important, et sécurisé, tant d'un point de vue donc, juridique que technique. Voilà. C'est vraiment ce cycle de vie-là que l'on met en avant pour avoir cette approche la plus globale possible. En conclusion, pour résumer très, très brièvement tout ce que nous avons vu, vous avez vu qu'il y a des solutions, il y a beaucoup de risques différents, typologies de risques, mais il y a beaucoup de solutions. Le but pour pouvoir aborder sereinement les choses est aussi de passer par une sensibilisation en interne, de communiquer auprès de chacun sur les risques d'attaque, de mettre en place donc une gestion dynamique, de former aussi les personnes. Hein. On a vu que les compétences nécessaires étaient transverses. Et une fois formés, de les faire travailler aussi ensemble, ce qui n'est pas toujours facile au vu des plannings de chacun et des engagements, pour avoir cette approche globale. Et puis aussi, effectivement, mettre en place et tester des processus de crise, faire attention, faire des simulations pour voir comment aussi les personnes réagissent face à un pseudo-cas de phishing, un oubli de renouvellement, une communication qui serait erronée, etc. Donc, c'est quelques bonnes pratiques très rapides, mais qui permettent d'aborder au sein d'une structure sereinement l'ensemble de ces challenges-là. Voilà, je vois l'heure aussi, on a fait le tour, je vous remercie. Merci beaucoup Mathieu, et Charles, c'était hyper intéressant et j'ai déjà des retours dans le chat en message privé qui me disent que c'était intéressant, mais au-delà de ça, que c'était facile à comprendre et accessible à tous et que ça permet de donner vraiment de la connaissance utile et qu'on peut mettre en place en fait dès le lendemain, entre guillemets, dans son entreprise et commencer à y réfléchir en tout cas. Du coup, les sujets ont suscité pas mal de questions. Du coup, on a Alban qui fait partie du club cyber de la EGE, qui va vous poser les questions. On a récupéré les questions au fur et à mesure dans le chat, donc elle va vous les poser. Au moins, ça sera un peu plus sympa que de lire toujours les questions dans Très le bien. chat. Alors, bonsoir à tous. Donc déjà, je vous remercie pour votre présentation qui était vraiment claire. Donc, on a une première question qui était quelle est aujourd'hui la prise en compte des risques au nom de domaine par les entreprises? Alors, c'est un petit peu l'introduction que je faisais, c'est-à-dire que les noms de domaine sont globalement, si je peux scinder le monde en deux parties, je vais avoir Europe et Amérique du Nord. Europe, on est dans un marché avec beaucoup de pays, avec beaucoup de marques, des entreprises exportatrices, parce que la typologie de l'économie est une typologie d'exportation. Et donc, on a des portefeuilles qui sont très importants en termes de nombre de noms de domaine. Je crois qu'il y a eu une question sur qu'est-ce que c'est qu'un portefeuille de 10 000 noms de domaine. Je pourrais y revenir tout à l'heure. Mais voilà. Mais globalement, les entreprises, à partir d'une certaine taille, ont globalement bien appréhendé la dimension juridique et légale de leur nom de domaine. C'est-à-dire que des PME, par exemple, qui sont multimarques, qui ont plusieurs marques dans la confection, des choses comme ça, etc., ou des constructeurs automobiles, des banques, globalement, c'est plutôt bien fait. Les portefeuilles sont à peu près sécurisés. C'est simplement que le point, c'est que ce sont en général des juristes qui gèrent ça. Ce qui veut dire que la partie marque, la partie anticipation, la partie défensive de la marque est bien appréhendée. Maintenant, est-ce que cette communication sur tous les éléments, c'est-à-dire juridique, technique, marketing, est bien faite? J'allais dire que c'est encore
quelque chose qui peut progresser. C'est-à-dire que, idéalement, on devrait voir des domaine name managers dans les entreprises. Alors, ça existe dans les banques, par exemple, où les noms de domaine sont ultra sensibles, où on a des équipes qui ne font que gérer les noms de domaine. Ça existe aussi dans des sociétés qui sont énormément sujettes à la contrefaçon. On a dans nos portefeuilles de clients des horlogers suisses de renom, plusieurs des équipes vraiment qui sont là pour gérer le portefeuille de noms de domaine, parce que c'est là qu'on parle de milliers de noms de domaine, parce que c'est de la récupération systématique, etc. Il y a des pharma qui ont des portefeuilles gigantesques de noms de domaine, parce qu'au fil du temps, il y a eu des molécules, il y a eu des médicaments, des noms de médicaments. Il faut savoir, je crois qu'en Russie, 30% des médicaments sont des faux, sont des contrefaçons. Donc, il y a énormément d'opérations de récupération de noms de domaine. Et quand vous récupérez un nom de domaine, qu'est-ce que vous faites? Vous le remettez en portefeuille, vous n'allez pas le laisser se réenregistrer si vous avez fait l'effort de le récupérer. Donc, en général, c'est à peu près bien fait. Du côté Amérique du Nord, c'est en général, c'est la patrie du .com. Donc, si je caricature un peu, il y a le .com et puis le reste du monde, mais le reste du monde, on ne sait pas trop s'il y a une différence entre la Bulgarie et l'Espagne. Donc, globalement, j'ai mon .com, je suis le roi du monde. C'est en général la partie IT qui gère les noms de domaine. Donc, la sécurisation est bien faite. Il y a plus de signatures DNSSEC en Amérique du Nord qu'en Europe, parce que les juristes qui gèrent les noms de domaine ne sont pas forcément au courant de ce que c'est. Ils veulent pas forcément mettre leurs mains dans la partie technique des noms de domaine. Donc, c'est parfois un peu délaissé. En Amérique du Nord, avec beaucoup plus de gens qui gèrent au niveau technique la partie nom de domaine. On a des marques moins bien protégées, des extensions pays qui sont bien moins enregistrées par ces sociétés-là. Et par contre, la sécurisation technique est mieux faite. Et globalement, oui, c'est quelque chose qui est bien appréhendé dans les entreprises, même s'il y a encore énormément de sensibilisation à faire. Même si les bonnes pratiques dont Mathieu a parlé, je prends juste un exemple, après je termine sur cette question, sinon ça va durer 3 heures, mais l'histoire de ne pas laisser une filiale enregistrer ses noms de domaine, de ne pas laisser ses distributeurs enregistrer un nom de domaine, c'est extrêmement important, parce que quand vous avez après un conflit avec un distributeur parce que le distributeur, le contrat est rompu, le distributeur vous allez spontanément dire donnez-moi je veux récupérer mon nom de domaine en .se parce que vous étiez mon distributeur en Suède, et le distributeur va dire non, vous allez le racheter parce que c'est moi qui ai fait le site, c'est moi qui ai enregistré le nom de domaine, donc il est à mon nom. Et là, vous allez partir dans des discussions sans fin et ça va être compliqué. Donc la concentration des noms de domaine au niveau de la société qui est titulaire des marques en général, il y a encore beaucoup de bonnes pratiques qui sont à revoir, mais globalement, c'est plutôt bien fait. Merci. Mais attendez, juste un truc, ouais, c'est plutôt bien fait dans des pays. Il y a des paradoxes, c'est plutôt bien fait dans des pays dans lesquels ça dépend aussi de la structure de l'enregistrement de l'extension nationale. Je prends un exemple, la Suisse. La Suisse, depuis toujours, les entreprises pouvaient aller directement au niveau du NIC suisse, c'est-à-dire de l'organisme qui vend les noms de domaine en .ch. Ils pouvaient enregistrer directement ces .ch auprès de cette autorité. Du coup, il n'y a pas eu des gens comme nous, parce que en fait, en France, la FNIC s'appuie sur un réseau, le gestionnaire du .fr s'appuie sur un réseau de bureaux d'enregistrement. Et du coup, comme il y a des bureaux d'enregistrement qui se sont créés puisqu'il y avait ce marché, que vous pouvez pas aller, vous étiez obligé de passer par un bureau d'enregistrement, il y a des gens comme nous, comme plein d'autres, on n'est pas les seuls à faire du conseil entreprise, et qui se sont créés et qui du coup ont énormément participé à l'éducation et à la sensibilisation des entreprises. Alors qu'en Suisse, il n'y a pas de gens comme nous. En fait, nous, on travaille en Suisse, mais il n'y a pas de boîte suisse dont le vrai métier, c'est de faire du conseil aux entreprises. Parce que simplement, les entreprises n'ont pas vu le besoin, puisqu'au début, elles pouvaient directement aller auprès de l'autorité locale. Donc, ça dépend aussi de chaque pays. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ta réponse complète, Charles. D'ailleurs, si ça ne te dérange pas, si tu peux remettre ta caméra, ça sera plus sympa, parce qu'on ne voit pas. Non, d'accord, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Voilà. Du coup, Alban, si tu as Alors, en fait, ouais, vous avez rementionné les clients qui comptaient des dizaines de milliers de domaines dans leur portefeuille. Donc, on a une question, ce serait de nous en dire plus et notamment de nous préciser quels sont les usages dans ce cas de figure particulier. Alors, les usages, les portefeuilles, pourquoi est-ce qu'un portefeuille devient si gros alors qu'a priori, on va utiliser 10 ou 15 ou 20 noms de domaine? Il devient si gros parce que vous allez mélanger, d'abord, vous allez globalement, là je parle de portefeuilles de grosses entreprises qui ont énormément de marques, énormément de filiales, énormément de pays d'exportation, de marchés d'exportation. Et quand on combine ça à des risques de cybersquatting, des risques de contrefaçon et des marques qui sont extrêmement attaquées sur Internet,
C'est dans ces configurations-là qu'on se retrouve avec 10 000 noms de domaine. Après, il y a des concentrations d'entreprises, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des entreprises qui ont, quand SFR a racheté Numéricable, quand SFR a racheté Club Internet, etc., pardon, c'est Numéricable qui a acheté SFR, mais SFR à l'époque avait racheté Club Internet, avait racheté Neuf Télécom. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le portefeuille de SFR? Il grossit des noms de domaine qui sont apportés par les deux. Et puis après, quand Numéricable rachète le tout, ça va quand même relativement vite. Après, il y a des entreprises dont la stratégie a été, au fil des années, de systématiquement attaquer tous les noms de domaine qui contenaient leur marque. Et qui du coup se retrouvent avec des portefeuilles. Microsoft, c'est 50 millions de domaines. Hein. On est dans des configurations de ce type-là. Donc, la moyenne des portefeuilles des noms de domaine d'une société, c'est sur les marchés qu'on aborde en Europe, on va aller entre 200 et 3-4 000 noms. Après, 10 000 noms, ça va être assez exceptionnel. Il y a des portefeuilles de près de 20 000 noms, mais ils ont commencé à être rationalisés sur certaines grosses entreprises en Europe, notamment des pharma. Et puis, après, il y a des entreprises beaucoup plus importantes qui sont sur des niveaux de protection plus larges. Mais oui, ça paraît surprenant qu'on en ait beaucoup, mais quand vous avez 50, 100 marques, quand vous avez 200, 300 extensions par marque parce que les génériques, plus les pays, plus plein de choses, plus les concentrations d'entreprises, plus les noms de domaine que vous récupérez à droite et à gauche parce que vous attaquez systématiquement les gens qui déposent avec vos marques, ça peut aller à ce niveau-là. C'est assez, 10 000 est rare hein, malgré tout. Mais 1000, 2000, 3000 n'est absolument pas rare dans une configuration d'assez grosses boîtes classiques en Europe. C'est bon, on te voit. On t'entend plus, Alban, mais on te voit. Merci pour cette réponse. On avait une autre question, c'était concernant les actions nécessaires à réaliser lorsque le nom de domaine est volé ou lors des cas de typo-squatting. Vers quelle entité il faudrait se tourner pour régler ce problème? Alors, je vais laisser la parole à Mathieu dans ce métier. J'ai juste un mot à dire vers nous, voilà, globalement. Mais voilà, Mathieu peut détailler un peu plus ce que je viens de dire. Ah oui, c'est-à-dire que quand le nom de domaine est volé, parce que c'est vraiment deux typologies différentes, hein, il y a l'atteinte qui peut prendre différentes formes, on l'a vu, et le vol du nom de domaine. Le vol, il faut tout faire, parce que l'atteinte, on n'en est pas maître, mais le vol, si, il faut tout faire effectivement pour l'éviter via les bonnes pratiques que l'on a vues, parce que parfois, il va être vraiment compliqué derrière de pouvoir agir auprès du moins des prestataires. Le registre, en fait, n'assume pas, donc le registre gestionnaire en charge du .com, par exemple, hein, ne va pas assumer de responsabilité quant à la vérification de la titularité d'un nom de domaine. Les registrars, donc les bureaux d'enregistrement, c'est aussi très rare parce qu'ils n'ont pas la capacité d'être juges et donc d'analyser une situation, ou du moins la compétence pour le faire. Et donc très souvent, on va vous dire, retournez-vous vers la justice, il nous faut une décision de justice pour pouvoir éventuellement rétrocéder le nom de domaine, et ce qui risque en plus de ne pas être évident, même si on obtient une décision de justice, parce que coordonnées masquées, personnes non identifiables, etc., etc. Donc ça peut être très compliqué. Et une action éventuellement du registre aussi. Sur la partie atteinte, il existe tout un panel de procédures contraignantes, type arbitrage par exemple, avant d'en arriver au judiciaire. Mais les délais, on l'a dit, hein, les délais sont quand même assez longs et surtout la procédure peu nécessaire. Charles disait tournez-vous vers nous. Moi, je peux effectivement baser simplement la réponse sur notre expérience, qui est que lorsqu'il faut récupérer un nom de domaine suite à une atteinte, on va pouvoir, en fonction de l'atteinte, contacter le titulaire et lui demander une rétrocession. Alors, beaucoup coopèrent. Parfois, il peut être nécessaire de, soi-disant, dédommager, je fais exprès, hein, ce n'est pas le bon terme, mais verser une somme faible pour éviter d'aller justement initier une procédure contraignante qui, si c'est de l'arbitrage, va avoir un coût qui ne sera pas imputé au fraudeur. Donc, il y a une petite faille aussi dans ce système-là lorsqu'on sort des extensions nationales. Par contre, on est de plus en plus face à des cas de phishing, donc de contrefaçon, vente de contrefaçon, phishing email, etc. Dans ces cas-là, on ne va pas contacter le titulaire du nom de domaine parce qu'il sait très bien ce qu'il fait, il ne va pas vouloir coopérer, mais on peut contacter les prestataires, les registrars, les registres, les hébergeurs pour justement obtenir derrière une action. L'action, ce sera une coupure
ce sera très peu souvent une rétrocession, une cession du nom de domaine, mais à la rigueur, ce n'est pas le problème, puisque au vu de l'atteinte, ce qu'on veut, c'est bloquer en fait l'utilisation du nom pour le titulaire. Donc après, tout dépend des coopérations. Hein. C'est notre métier aussi de voir qui coopère, pas, etc. Un hébergeur, globalement, on va pouvoir désinstaller le nom de domaine des DNS, mais le titulaire pourra toujours choisir un autre hébergeur. Un registrar va pouvoir, lui, bloquer entièrement le nom de domaine afin qu'il ne fonctionne plus, qu'il n'apparaisse plus dans l'espace client, par exemple. Voilà. Donc, le registrar a aussi vraiment la possibilité d'agir là-dessus. Charles, vas-y. Ouais, je vais rajouter juste une chose parce que le RGPD a aussi un impact sur ce qui se passe. C'est qu'on parle de titulaire, mais qui est le titulaire? Bien sûr. Qui est vraiment le titulaire? Et je rebondis là-dessus parce qu'aujourd'hui, on vient d'avoir une annonce de GoDaddy, qui est le principal bureau d'enregistrement dans le monde, qui vient d'indiquer que il avait décidé d'anonymiser l'intégralité des coordonnées des titulaires, ce qui n'a rien à voir avec le RGPD. Hein. C'est-à-dire que c'est une interprétation complètement abusive du RGPD, sachant que le RGPD, c'est sur les données privées de particuliers européen. Donc, il n'y a aucune raison de le faire. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait? Alors, comme le disait Mathieu, c'est vraiment une problématique de collaboration dans la communauté ICANN, c'est-à-dire que eux, ils sont accrédités ICANN, on est accrédité ICANN, on fait partie de la même communauté et la même industrie. Donc, il y a des systèmes qui permettent à des sociétés comme nous, au travers de leurs contacts, d'argumenter auprès des registrars, puisque les registrars, c'est leur choix de donner ou pas de donner, ou de ne pas donner selon, avec la limite du RGPD. Mais si c'est hors RGPD, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir récupérer les données. Donc ça, c'est une question d'accréditation dans les différents pays. C'est pour ça qu'on est accrédité dans une immensité de pays au niveau local auprès des autorités pour pouvoir récupérer des coordonnées qui seraient compliquées à récupérer. Mais voilà, le RGPD a rendu les choses plus compliquées en façade. Derrière, il y a toujours des possibilités. On peut faire des levées d'anonymat, tout à fait. Enfin, voilà, on peut faire des... Pas vraiment, voilà, et obtenir les coordonnées. On avait notamment une autre question qui concerne justement le RGPD, qui était celle de savoir si le RGPD n'avait pas mis un frein aux investigations liées au dépôt de noms de domaine frauduleux ou offensifs. C'est ce que... Pardon, vas-y. Non, comme tu veux. Hein, mais vas-y. Oui, alors non, c'est effectivement ce que l'on pense parce que si vous réalisez une surveillance, par exemple, en fonction... Alors, le RGPD, Charles l'a dit, ça masque les coordonnées de personnes physiques situées au sein de l'Union européenne. Ça ne masque pas le nom des structures, le nom des personnes morales déjà. Ça n'a pas cet effet-là. Donc, vous pouvez très souvent en fait, identifier les titulaires personnes morales. Lorsqu'il s'agit d'une interprétation, comme le disait Charles Godaddy, un petit peu large, erronée du RGPD et de ses dispositions, on a la possibilité quand même d'opérer des levées d'anonymat. Il y a quelque chose à dissocier, enfin à distinguer, c'est qu'on a ce qu'on appelle des enregistrements WIS privés. Certains paient pour pouvoir masquer les données et à ce moment-là, on aura dans le WIS marqué WIS Privacy, par exemple. Là, c'est un service qui est payant et le registrar n'a pas d'obligation du tout de coopération. Donc, c'est là où le réseau fonctionne, etc. Quand il s'agit du RGPD, sur demande motivée, les données doivent être divulguées. Donc, si vous, par exemple, surveillez, vous aurez très souvent en fait, la bonne surprise d'avoir les données d'identification. Et si vous ne les avez pas, ça rajoute effectivement une étape, mais on peut toujours lutter. Et c'est effectivement... Heureusement, la contrepartie du RGPD, parce qu'on peut se dire c'est super, on veut protéger les personnes physiques, mais à l'inverse, du coup, on permet aux fraudeurs d'avoir un anonymat gratuit et supplémentaire. C'est magnifique. Mais du coup, il existe des procédures pour pouvoir le contrer. Merci beaucoup. Je vais poser une question d'un camarade de notre club cyber qui se demande s'il existe un historique des actions d'influence liées à l'acquisition par une entreprise d'un nom de domaine lié à sa concurrence. Alors, Mathieu, la seule chose qui existe, je dirais, c'est qu'on a la possibilité en fait de récupérer l'historique des WIS, par exemple, donc avoir une vision sur des changements successifs qui auraient pu être opérés pour un nom de domaine au niveau des contacts. Et ça, c'est pour le passif. Et pour l'avenir, on a aussi des solutions de surveillance qui permettent de surveiller les changements de main, savoir du coup si un concurrent enregistre un nom, si
un concurrent titulaire d'un nom de domaine le cède à quelqu'un ou l'acquérit, etc. Donc, on va avoir cette possibilité de surveillance de mouvement, mais qui va se limiter vraiment à l'observation des mouvements liés au WIS et donc au titulaire et au contact. Après, on peut surveiller aussi les évolutions d'un contenu pour voir un petit peu, en déduire éventuellement ce qui s'est passé et comment il a été exploité. Donc, on a ce type de moyens-là, si j'ai bien compris la question. Super, merci Mathieu, merci Charles pour libérer tout le monde. Donc on a pris un maximum des questions qui étaient posées dans le chat. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation et Mathieu et Charles pour votre présentation. Pour rappel, donc la conférence sera rediffusée en replay sur la chaîne YouTube TVAEG à partir de lundi 18h. Vous pouvez contacter Mathieu et Charles. Il y avait leur email sur la slide tout à l'heure. De toute façon, vous l'aurez dans le replay et n'hésitez pas à me le demander si vous avez davantage de questions. Dernier petit point, on a 2 prochaines conférences avant la fin de l'année, année scolaire, donc jusqu'au mois de juillet, une sur le Zero Trust et l'autre sur le Security as a Service. Donc j'avais mis le lien dans le chat et je vous invite à aller sur le site de l'AEGE pour voir tout ça. Et puis dernier petit point, pour les professionnels qui sont parmi nous, donc le club cyber s'inscrit dans une logique des étudiants de l'école des guerres économiques et des anciens. Et nous avons un certain nombre d'étudiants qui sont ou qui peuvent être en recherche d'emploi sur ces métiers-là de sécurité, sûreté, intelligence économique et cyber. Donc, si vous avez des offres, n'hésitez pas à les envoyer à emploi@aego.fr ou alors à me les envoyer tout simplement, que l'on puisse les relayer à l'intégralité du réseau. En tout cas, je vous remercie beaucoup à tous pour votre participation et puis je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Merci beaucoup, Merci Jérôme. Et tout le puis, monde. j'ai vu qu'il y avait d'autres questions. On est tout à fait à votre disposition pour répondre aux autres questions qui sont… Exactement. N'hésitez pas à envoyer des messages à Charles et à Mathieu pour avoir davantage d'informations. C'est vrai que le créneau est assez court pour présenter un sujet qui est aussi large, mais je pense qu'il a été très bien traité par vous deux. Et ça nous permet d'avoir un panorama. Hein. C'était le but, une vision macro de qu'est-ce qu'est la sécurité liée au nom de domaine et surtout d'avoir des solutions concrètes à mettre en place dès à présent pour se protéger. Et puis, s'il y a plus de questions, vous êtes là pour y répondre. Parfait. Merci beaucoup. Merci bonne journée. à tous. Excellente soirée à tous. Au revoir. Soirée, Bonne soirée.